Bien, en principe, bonjour à tous ceux qui sont là. Je vois que vous êtes 115 là. Euh, Si quelqu'un pouvait me faire un tout petit signe, vous pouvez m'envoyer un message, je pense, pour me dire que tout se passe bien, que vous me recevez. Le fait que vous me voyez ou pas, ça n'a pas trop d'importance, mais surtout, il faut que vous m'entendiez et que vous voyez le PowerPoint. Donc, si je pouvais avoir un petit message, éventuellement Simon, un petit SMS, puisque Simon a mon numéro de téléphone, ce serait génial. Voilà, avant de commencer. De toute façon, je vais attendre, c'est comme le cours, que les derniers qui veulent nous rejoindre se manifestent. Ah, Baptiste me dit que tout est OK. Ça, c'est formidable, ça. Merci, Baptiste, c'est gentil. Parce que ce matin, ça a foiré en droit patrimonial de la famille. Et il semble que ce soit pas top, ça n'ait pas été top pour vous avec Mario de vendredi. Euh, donc ici, le système, c'est un système team mais amélioré. Le système team, en réalité, le système team est un système qui permet uniquement d'atteindre 250 étudiants, mais comme vous êtes 400 potentiellement, on a dû recourir à un autre système qui est le système Live Event, qui lui permet d'atteindre 10 000 personnes en même temps. Mais le problème, c'est que ce système, on ne peut pas tous l'utiliser en même temps ici à l'UCL, parce que sinon, je crois qu'on n'a tout simplement pas les licences non plus pour l'utiliser tous au même moment. En tout cas, ici, c'est le système Live Event. En principe, ce que nous allons, le cours que je vais vous donner maintenant est enregistré automatiquement. Il suffira que vous recliquiez sur le lien que je vous ai envoyé par Moodle et vous aurez la possibilité de réécouter ce cours et il sera présent encore sur Teams pendant 180 jours. Voilà, ça c'est ce qui m'a été dit. J'ai convenu avec Simon, qui est donc un de vos délégués, qu'il enregistrait de toute façon par une autre voie ce cours. Et comme ça, si jamais il y avait un souci, ben, il y aurait une autre possibilité, évidemment. Ça va, on fera le point à 16 h, c'est la première fois. Bon, là, je suis dans mon bureau de Louvain-la-Neuve. Si tout fonctionne bien, on continuera les cours comme cela, mais je les donnerai de chez moi. Et ce d'autant plus que l'on va très probablement vers des mesures de confinement absolu, de telle sorte que l'accès à la fac de droit sera tout simplement impossible. Voilà. Et je voulais, avant de commencer le cours aussi, ils ne m'entendent pas, mais je leur redirai combien les informaticiens de la faculté de droit sont absolument extraordinaires. Vous n'avez pas idée de la fac et de l'université, de l'énergie qu'ils ont dépensé, y compris ce week-end. Hier après-midi, j'ai encore eu plusieurs échanges avec eux, de l'énergie qu'ils ont dépensée pour que vous puissiez avoir des cours en ligne qui soient les plus optimales possibles. Vraiment chapeau bas parce que je suis vraiment, vraiment admiratif. Je leur ai dit, je le redirai, mais j'avais envie de vous le dire aussi à vous. Voilà. Alors, vous êtes 123, 130, ça fluctue, il y en a qui partent, qui reviennent, je ne sais pas, on verra bien. Alors, je propose qu'on commence. Vous pouvez m'envoyer des messages, je les lis. Il ne faut pas non plus qu'il y ait trop de messages, sinon je ne m'en sortirai pas, mais vous pouvez m'envoyer des messages, surtout s'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc ça, n'hésitez surtout pas. Ce que je vous propose, c'est plutôt que de faire une seule pause, je propose d'en faire toutes les demi-heures, une petite pause de 5 minutes. Il semble que ce soit assez pénible pour vous de suivre ainsi une vidéo, ce que je peux comprendre, d'autant plus que vous avez probablement eu déjà des cours ce matin. Je ne sais pas si vous en avez eu, on m'avait dit que oui. Donc je sais que c'est très pénible, donc je ferai un break vers 2h30, un break vers 3h et un break vers 3h30, chaque fois des petits breaks de 5 minutes. J'espère que cela vous convient. Voilà. Alors, nous avons, j'essaie de retrouver mes slides, voilà.
On en était resté là la fois dernière. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'abordais avec vous la question des contrôles juridictionnels et on a travaillé sur la Cour constitutionnelle et puis j'étais passé au contrôle qui est exercé par la section du contentieux administratif du Conseil d'État. Et s'agissant de la section du contentieux administratif du Conseil d'État, je reprends ce que je vous avais dit pour vous remettre au bain, si je puis dire, c'est vous remettre à niveau. Je voudrais me poser trois questions qui sont les mêmes que celles que je me suis posées pour la Cour constitutionnelle. La première question, c'est la question de savoir quelles sont les missions de la section du contentieux administratif du Conseil d'État. Alors, elle a plusieurs missions, hein, et vous approfondirez cela en droit administratif. Simon m'a envoyé un message pour me dire que tout était très bien, c'est parfait, merci Simon. Donc le Conseil d'État a plusieurs compétences en droit administratif, vous verrez cela. Vous avez aussi la possibilité en dernière année de suivre un cours de contentieux administratif. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Vous l'avez sous les yeux, et cet article 14, ce qu'il nous dit, c'est que la section du contentieux administratif, elle peut être saisie de recours en annulation. C'est un peu comme la Cour constitutionnelle, finalement, c'est un peu le même système, c'est un contentieux objectif, des recours en annulation, mais qui, ici, ont pour objet, et ça c'est la grande différence, évidemment, avec la Cour constitutionnelle, c'est qu'ici, ils ont pour objet, non pas des normes législatives, mais des actes, et je reprends la formule de l'article 14, les actes et règlements des diverses autorités administratives. Alors, je vous l'avais dit mardi dernier, ce qu'on entend par les actes et règlements des diverses autorités administratives, c'est fondamentalement deux choses. Un, ce sont les actes administratifs individuels et concrets. Alors, cela ne nous intéresse pas vraiment maintenant parce que moi, je travaille avec vous sur les contrôles exercés sur les normes, mais je ne peux quand même pas l'évoquer ici. Oui, sur base de l'article 14, eh bien, il y a des recours qui portent sur des actes administratifs individuels et concrets. Et je donne ici un exemple, c'est un arrêté royal de nomination d'un fonctionnaire. On en avait donné d'autres, des exemples, un arrêté royal qui expulse un étranger. Ça peut être aussi des actes administratifs qui sont adoptés par les provinces, par les communes, un permis d'urbanisme par exemple. Bien, ça c'est une première chose. Et puis il y a les actes administratifs que l'on appelle généraux et abstraits. Et vous savez bien qu'un acte administratif général et abstrait, c'est une norme par définition, c'est une norme réglementaire dans la hiérarchie des normes. Et ici, ben, l'exemple classique, ce n'est pas le seul, bien sûr, c'est un arrêté royal d'exécution d'une loi. Et donc, ces deux catégories d'actes peuvent être soumis au Conseil d'État. Moi, ce qui m'intéresse, c'est évidemment la seconde catégorie, les normes réglementaires. D'où la deuxième question, c'est la question de savoir… Oui, excusez-moi, pardon, c'est très perturbant de donner cause devant un ordinateur. Je vous assure, je préfère vous avoir face à moi et de vous regarder dans les yeux, mais peu importe. Deuxième question, ces normes réglementaires, le Conseil d'État va les contrôler au regard de quoi? C'est très important, ça fait aussi partie des missions. Les normes réglementaires, ce sont les normes contrôlées, mais contrôlées au regard de quoi? Et quelles sont donc les normes de contrôle? Pour faire le parallèle avec la Cour constitutionnelle. Alors, les normes de contrôle, c'est la Constitution. Et c'est en cela, évidemment, que le Conseil d'État exerce aussi un contrôle de constitutionnalité non pas des lois, mais des normes réglementaires. Et c'est même un contrôle de constitutionnalité plus large que celui qui est exercé par la Cour constitutionnelle, parce que, je vous l'avais dit mardi dernier, je le répète, ici, c'est toute la Constitution qui est contrôlée sans aucune forme de restriction, alors que pour la Cour constitutionnelle, vous le savez bien, ce ne sont que les droits fondamentaux et les normes répartitrices de compétences. Bien. Alors, c'est la Constitution, mais c'est plus que cela. Le Conseil d'État peut annuler un arrêté royal d'exécution d'une loi, par exemple, parce que cet arrêté est incompatible avec un traité international et directement incompatible avec un traité international, comme la CEDH, par exemple. Le Conseil d'État est aussi chargé, à propos de ces normes réglementaires, d'un contrôle de légalité. L'arrêté royal d'exécution d'une loi peut être annulé par le Conseil d'État si le Conseil d'État considère que l'arrêté est incompatible avec la loi que l'arrêté royal exécute, voire avec éventuellement une autre loi. Ça n'a absolument là aucune espèce d'importance. Donc vous voyez que c'est un contrôle qui est beaucoup plus large que le contrôle de la Cour constitutionnelle, à la fois parce que les normes contrôlées elles sont plus nombreuses, il y a plus de normes réglementaires que de normes législatives, et puis je l'ai dit, les normes réglementaires, ce sont aussi tous les actes administratifs individuels et concrets,
Et donc, ça justifie évidemment que le Conseil d'État rend beaucoup plus d'arrêts que la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, c'est entre 200 et 300 arrêts par an. Le Conseil d'État, ça se compte par centaines, hein, soyons clairs. Et deuxième raison pour laquelle ce contrôle est plus large, c'est que les normes de référence, ces normes de référence, elles sont bien plus nombreuses que celles qu'utilise la Cour constitutionnelle. Voilà, j'espère que là, sur ce point, sur la question des missions, vous voyez bien, et c'est évidemment très très important, la différence entre le Conseil d'État et la Cour constitutionnelle. Alors, en ce qui concerne maintenant la question de la saisine du Conseil d'État, le Conseil d'État, à la différence de la Cour constitutionnelle, lui, il n'est saisi que, en vertu de l'article 14, de recours en annulation. C'est le même système qu'à la Cour constitutionnelle. Ce sont des recours en annulation, mais il n'est pas saisi de questions préjudicielles. Ça, c'est des bêtises que je lis parfois à l'examen. Ça n'a absolument pas de sens de dire cela. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas saisi de questions préjudicielles? Mais pour une raison très simple. Et soyez bien attentifs ici, parce que c'est évidemment important. Quand un juge, je prends souvent l'exemple des juges de paix, on va reprendre cet exemple-là, quand un juge de paix doit appliquer dans son litige entre un bailleur et un locataire, doit appliquer un arrêté royal, mais s'il estime que l'arrêté royal est contraire à la Constitution, par exemple, eh bien, il peut refuser de l'appliquer, tout simplement, en vertu de l'article 159 de la Constitution, sur lequel je reviendrai plus tard. Tandis que si c'est une loi qu'il doit appliquer, il est obligé de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle. Mais il n'a pas ni la possibilité ni l'obligation de poser une question préjudicielle au Conseil d'État si c'est une norme réglementaire, parce qu'il peut contrôler lui-même cette norme réglementaire. Il va démontrer lui-même dans son jugement que la norme est contraire, par exemple, à la Constitution, et il va dès lors purement et simplement l'écarter, pas l'annuler, mais l'écarter. Donc la seule possibilité de saisir le Conseil d'État, ce sont des recours en annulation qui sont introduits par toute personne, physique ou morale, que ce soit une personne morale de droit privé ou une personne morale de droit public, donc une autorité publique, il importe peu, c'est comme la Cour constitutionnelle, c'est par toute personne physique ou toute personne morale. Alors, en termes de recevabilité, on a vu que pour la Cour constitutionnelle, il y a une condition d'intérêt et une condition de délai. Alors, posons-nous les mêmes questions pour le Conseil d'État. Alors là, il faut aller voir l'article 19, alinéa 1er des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Je ne l'ai pas mis en PowerPoint, vous le trouverez dans vos textes. Article 19, alinéa 1er des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, l'article 19, alinéa 1er? Il nous dit deux choses importantes. D'abord que celui qui a introduit le recours, c'est le requérant, eh bien, il doit justifier d'un intérêt. Et je précise ici qu'il n'y a pas de requérant privilégié, hein, des autorités pour lesquelles l'intérêt serait irréfragablement présumé, comme devant la Cour constitutionnelle. On a vu qu'il y avait des requérants qu'on appelle privilégiés devant la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas le cas pour le Conseil d'État. Donc tout le monde doit démontrer son intérêt à agir. Et cet intérêt, il se définit pour le Conseil d'État de la même manière que pour la Cour constitutionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire l'intérêt à agir? Vous devez démontrer que la norme que vous attaquez, que cette norme est susceptible de vous affecter directement et défavorablement. C'est ça que vous devez démontrer. L'intérêt, c'est cela, hein, démontrer que vous attaquez un acte, très bien, mais vous devez démontrer que cet acte vous affecte directement et défavorablement. Ça, c'est une première chose. Et l'article 19, alinéa 1er, dit alors une deuxième chose, c'est qu'il y a aussi une condition de délai à respecter, mais la condition de délai, elle n'est pas fixée par l'article 19. L'article 19 laisse au roi le soin, dans un arrêté royal, de fixer le délai. Et il faut aller voir alors dans un arrêté qui n'est pas un arrêté royal, mais un arrêté du régent, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de roi, il y avait un régent. Un arrêté du régent du 28 août 48, c'est l'arrêté qui détermine la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. C'est le seul article que je vous demande de lire dans cet arrêté du régent dans le cadre de ce cours, mais il est important parce que l'article 4, paragraphe 1er, alinéa 3, pour être précis, l'article 4, paragraphe 1er, alinéa 3 de l'arrêté du régent du 23 août 48 nous dit que c'est un délai de 60 jours à partir de la publication de la norme réglementaire. Donc, un arrêté royal,
est publié au Moniteur belge, eh bien, vous avez, à partir de la publication au Moniteur belge, un délai de 60 jours pour introduire un recours en annulation devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État, alors que je vous le rappelle, pour la Cour constitutionnelle, c'est un délai de 6 mois en principe. On a vu qu'il y a des exceptions, mais en principe, toujours à compter de la publication de la norme au Moniteur belge. Ça va? Alors, ça, c'est pour la saisine de la section du contentieux administratif du Conseil d'État. La troisième question, c'est la question de la décision qui est rendue. Le Conseil d'État, de deux choses l'une, où il rend un arrêt, c'est comme la Cour constitutionnelle, où il rend un arrêt de rejet. S'il rend un arrêt de rejet, ça veut dire que le recours est irrecevable, par exemple, parce que, par exemple, il est hors délai, ou bien parce qu'il est recevable, mais il n'est pas fondé. C'est-à-dire que vous n'avez pas convaincu le Conseil d'État. Vous alléguez une inconstitutionnalité de l'arrêté royal ou une illégalité de l'arrêté royal ou le fait que l'arrêté serait contraire à la CEDH, par exemple. Le Conseil d'État n'est pas convaincu, il rejette votre recours comme étant non fondé. Donc, arrêt de rejet, soit parce que non recevable, arrêt de rejet parce que soit non fondé. Et si le Conseil d'État considère que votre recours est recevable et fondé, eh bien, il annulera la norme qui fait l'objet du recours en annulation. Et ça a exactement la même conséquence que pour la Cour constitutionnelle. La norme disparaît pour le passé et pour l'avenir. C'est exactement la même chose. Ça va? Et donc, si on veut résumer les choses, après ça, je viendrai compliquer un tout petit peu, parce que jusque-là, c'est trop simple, évidemment, mais si on veut résumer les choses, si on prend ce qui nous intéresse vraiment dans ce chapitre sur le contrôle, c'est l'idée de contrôle de constitutionnalité des normes. S'agissant donc des normes réglementaires et des normes législatives, on voit qu'il y a une forme de dédoublement organique. La constitutionnalité des normes législatives, elle est contrôlée par la Cour constitutionnelle. La constitutionnalité des normes réglementaires est contrôlée par la section du contentieux administratif du Conseil d'État. Et pour dire les choses plus précisément, le contrôle de constitutionnalité des normes réglementaires est couplé avec un contrôle plus large exercé par le Conseil d'État sur ces normes réglementaires. C'est un contrôle aussi de légalité, on l'a vu, c'est un contrôle par rapport aux traités internationaux. Mais dans ce contrôle exercé par le Conseil d'État, il y a notamment, et c'est très important, le contrôle de constitutionnalité. Ça va? J'espère être vraiment clair avec vous. Quand je ne peux pas voir dans vos yeux pour voir si ça passe, je présume que ça va. Alors, je voudrais maintenant voir avec vous, vous dire un tout petit peu, nuancer les choses. Vous avez là un schéma que j'ai mis sous vos yeux et que je voudrais vous expliquer parce qu'il est vraiment tout à fait essentiel. Je regarde parce que je reçois des messages. Voilà. Les étudiants ont créé une réunion via le Teams n'allant que jusqu'à 250 personnes et ils attendent votre cours. Donc, un étudiant est allé les prévenir. Bah oui, c'est malin ça. Il fallait cliquer sur le lien. Pour le moment, j'ai 178 participants. Ça progresse, c'est bien. Je préfère ça que l'inverse. Alors, je vous explique le schéma qui est sous vos yeux. Parmi les normes réglementaires, il y a notamment les arrêtés royaux. Hein. Les arrêtés royaux. Donc, on va se centrer là-dessus. L'année passée, dans votre cours d'introduction au droit, vous avez vu qu'il y a deux catégories d'arrêtés royaux. Les arrêtés royaux de pouvoir réglementaire autonome et les arrêtés royaux d'exécution de loi. Alors, les arrêtés royaux de pouvoir réglementaire autonome, ce sont des arrêtés qui sont pris directement sur base de la Constitution. Il n'y a pas entre l'arrêté et la Constitution une loi. Ça va? Il n'y a pas une loi qui fait écran, pour utiliser un langage qu'on utilise beaucoup. Il n'y a pas de loi qui fait écran. Bien. Et donc, le contrôle qui est exercé par le Conseil d'État sur un arrêté royal de pouvoir réglementaire autonome, c'est un contrôle qui se fait directement et immédiatement au regard de la Constitution. Et donc, si l'arrêté est inconstitutionnel, on dirait qu'il est frappé d'une inconstitutionnalité immédiate parce qu'il n'y a pas l'écran d'une loi. Bon, ça, c'est une situation qui est très simple. Alors, pouvoir réglementaire autonome, c'est notamment, on a vu ça l'année dernière, la semaine dernière, je vous ai rappelé ça la semaine dernière,
ces arrêtés qui, sur base de l'article 107 de la Constitution, organisent l'administration fédérale de l'État. Lorsque le roi adopte un arrêté royal qui, par exemple, organise les différents SPF, services publics fédéraux, c'est typiquement un arrêté royal de pouvoir réglementaire autonome. Quand le roi adopte un tel arrêté royal, il n'exécute pas une loi, non, il prend cet arrêté directement sur base de la Constitution. Ça va? C'est un schéma qui est relativement facile, celui-là, et pas très fréquent parce que ces arrêtés royaux de pouvoir réglementaire autonome, il n'y en a pas non plus tant que ça, il y en a quelques-uns, mais ce n'est pas les plus fréquents. Les plus fréquents, ce sont les arrêtés royaux d'exécution d'une loi. Alors ça, je vous rappelle, mais vous êtes quand même censé savoir ce que ça veut dire, un arrêté royal d'exécution d'une loi, mais je le rappelle quand même, quand une loi est adoptée, eh bien, généralement, le législateur n'a pas tout réglé, hein, il ne règle qu'une partie de la matière, et donc, c'est le roi qui va prendre le relais par des arrêtés royaux d'exécution. Il va prendre le relais, il va prendre des arrêtés plus précis, qui vont venir préciser et compléter ce qui est dans la loi. Alors, la question que je voudrais évoquer maintenant, c'est la question de savoir qu'est-ce qui peut amener le Conseil d'État à décider qu'un arrêté royal d'exécution d'une loi serait contraire, devrait être annulé. Je ne m'occupe même pas ici des normes internationales, hein, parce qu'un arrêté royal peut être contraire à une norme internationale, ça c'est clair. J'aurais pu le mettre ici, mais je n'ai pas voulu compliquer le schéma. Si l'arrêté royal va à l'encontre de la CEDH, évidemment le Conseil d'État peut l'annuler. Je me limite ici à un arrêté royal qui serait contraire soit à la loi, soit à la Constitution, soit à la fois à la loi et à la Constitution. Bien. Alors, il y a trois solutions possibles. J'espère que vous voyez clairement les choses. Première solution possible, c'est la flèche rouge. C'est la solution la plus simple et qui, en réalité, si j'ai mis la flèche en rouge, c'est parce qu'on va se retrouver dans un schéma qui est très comparable au schéma applicable aux arrêtés royaux de pouvoir réglementaire autonome. C'est l'arrêté royal qui est directement contraire à la Constitution. Il est directement contraire à la Constitution, indépendamment même de la loi. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il pourrait être directement contraire à la Constitution? Deux choses. Vous savez que quand un arrêté royal est adopté, il reproduit évidemment une partie de la loi, mais il ajoute aussi des choses. L'arrêté royal va ajouter des règles qui ne sont pas dans la loi. Il va ajouter un contenu. Si ce que le roi ajoute par rapport à la loi, si ce qui est nouveau dans l'arrêté royal, qui n'est pas dans la loi, mais qui est dans l'arrêté royal, est contraire à la Constitution, on est dans le schéma rouge, évidemment. La flèche rouge. L'arrêté est directement contraire à la Constitution. C'est une situation qui est évidemment, c'est la situation la plus simple, évidemment. C'est évidemment la solution la plus simple. Donc le Conseil d'État peut être amené à dire, voilà, moi j'annule un arrêté royal qui ajoute des choses par rapport à la loi, et ce qu'il ajoute, eh bien, est contraire à la Constitution. Deuxième cas de figure, l'arrêté royal ajoute des choses par rapport à la loi, mais il reprend aussi des choses qui sont dans la loi. Alors, je vais prendre la flèche bleue pour commencer par là. La flèche bleue, c'est le cas d'une, non pas inconstitutionnalité, c'est l'arrêté royal qui reprend des choses qui sont dans la loi. Inévitablement, quand vous avez un arrêté royal d'exécution, c'est difficile d'ajouter des choses par rapport à la loi sans reprendre certains éléments qui sont dans la loi. Mais imaginons que l'arrêté reprend des choses qui sont dans la loi, mais reprend mal. Il vient en fait modifier la loi. En exécutant la loi, il vient la modifier. Dans ce cas, on a affaire à un arrêté royal qui est illégal. Donc, il n'y a pas question d'inconstitutionnalité ici, il est contraire à la loi. Donc, s'il est contraire à la loi, il est illégal. Et le Conseil d'État peut l'annuler. J'espère que je suis clair. La flèche rouge et la flèche bleue, ce sont de loin les flèches les plus simples à comprendre. Les flèches vertes sont plus nuancées. Alors, la flèche verte, c'est l'hypothèse suivante. Vous avez un arrêté royal qui reprend une partie de la loi. Donc, il est fidèle à la loi, il reprend des éléments qui sont dans la loi, et vous reprochez, alors, il reprend des éléments qui sont dans la loi, excusez-moi, mais en réalité,
ce qu'il reprend dans la loi, ce qu'il emprunte à la loi, se révèle inconstitutionnel. Donc, imaginons le scénario suivant. Vous attaquez un arrêté royal devant le Conseil d'État, vous demandez l'annulation de l'arrêté royal devant le Conseil d'État, parce que vous allez convaincre le Conseil d'État que l'arrêté royal est contraire à la Constitution. Mais en réalité, le Conseil d'État s'aperçoit que l'inconstitutionnalité que vous dénoncez, elle est imputable, certes, à l'arrêté royal, mais elle est d'abord imputable à la loi. Parce qu'en fait, en reproduisant une règle qui est dans la loi, le Conseil d'État, l'arrêté royal, reproduit une inconstitutionnalité. Et donc, le problème ici est le suivant. Si le Conseil d'État annule l'arrêté royal parce qu'il est contraire à la Constitution, mais implicitement, le Conseil d'État va porter une appréciation sur la constitutionnalité de la loi. Il va dire l'arrêté royal est inconstitutionnel, je l'annule, mais en disant cela, puisque l'arrêté royal reproduit l'inconstitutionnalité qui est dans la loi, ben, le Conseil d'État va porter un jugement sur la constitutionnalité de la loi. Et ça, il ne peut pas faire. Ça, il ne peut pas faire. Il ne peut pas faire parce que le contrôle de constitutionnalité des lois, il est réservé uniquement à la Cour constitutionnelle. Et donc, la seule solution dans un cas comme celui-là, pour le Conseil d'État, c'est de poser à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle. Le Conseil d'État va demander à la Cour constitutionnelle si la loi que l'arrêté royal exécute, si cette loi est ou non compatible avec, c'est pas avec la Constitution, vous le savez bien, c'est avec telle ou telle disposition de la Constitution selon ce qui est mis en cause dans la Constitution. Donc le Conseil d'État va interroger la Cour constitutionnelle sur la constitutionnalité de la loi ou de la partie de la loi qui est en cause. De deux choses l'une. Ou bien la Cour constitutionnelle répond au Conseil d'État. La loi est contraire à la Constitution. Vous avez raison. Il y a une inconstitutionnalité qui est imputable à la loi. Dans ce cas-là, le Conseil d'État peut annuler l'arrêté royal, sans problème. Il doit même le faire, parce que si l'arrêté royal emprunte à la loi une inconstitutionnalité qui a été déclarée comme telle par la Cour constitutionnelle, ben, le Conseil d'État il doit annuler l'arrêté royal, bien sûr. Et là, il n'y a pas de problème. Là, on ne peut pas lui reprocher de porter un jugement sur la constitutionnalité de la loi, puisque la Cour constitutionnelle a préalablement dit, à titre préjudiciel, que la loi était contraire à la Constitution. Ou bien la Cour lui dit au Conseil d'État, non, 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 vous vous trompez, en réalité, la loi n'est pas contraire à la Constitution, mais dans ce cas-là, le Conseil d'État doit évidemment en conclure que l'arrêté royal a emprunté à la loi quelque chose qui n'est pas inconstitutionnel, et donc le Conseil d'État ne peut pas, pour ce motif, annuler l'arrêté royal. Ça va, j'espère que vous voyez clair. Alors, croyez-moi, ce sont des cas de figure qui se présentent très souvent. Ce sont des cas de figure qui sont extrêmement fréquents. Et donc, il faut pouvoir jongler, évidemment, avec ça, hein, et notamment les deux flèches vertes. Là, je peux vous dire que ce sont des schémas qui se passent assez souvent. Alors, avant de faire la petite interruption de 5 minutes, j'ai imaginé un exercice qui est complètement farfelu, mais ça n'a pas d'importance. C'est un exemple farfelu, mais qui, je pense, va bien vous faire comprendre ce que j'ai voulu dire dans l'image précédente. Donc, on va imaginer un décret de la communauté française qui prévoit que, dorénavant, l'accès aux études de droit est limité à toute personne qui a une taille minimale de 1,85 m. Vous atteignez 1,85 m, pas de problème, vous pouvez accéder aux études de droit. Vous n'atteignez pas 1,85 m, vous ne pouvez pas commencer des études de droit. Bien, alors c'est un décret, d'accord, le décret prévoit cela, c'est lui qui prévoit la condition 1,85 m, qui prévoit la règle. Mais le décret, par contre, ne règle pas la question de savoir comment on va mesurer les étudiants. C'est très bien de prévoir une condition, mais au moment où vous vous inscrivez, il faut qu'il y ait une procédure qui permette de voir quelle est exactement votre taille. Et donc, un arrêté est adopté. Si j'ai pris un exemple en matière communautaire, c'est exactement la même chose que pour les arrêtés royaux. Et il y a des arrêtés royaux d'exécution des lois, il y a des arrêtés de gouvernement, en l'occurrence de la communauté française, exécutant des décrets. Et donc, il y a un arrêté du gouvernement de la communauté française qui est adopté.
Et je prévois ici, j'ai imaginé, mon exemple est farfelu, hein, de grâce, j'ai imaginé 3 situations possibles. Alors, première situation possible, l'arrêté du gouvernement de la communauté française, on y retrouve la condition de 1,85 m minimum. Donc, l'arrêté reproduit cette condition d'1,85 m. Imaginons que l'arrêté soit attaqué devant le Conseil d'État et que le requérant dise qu'il faut annuler l'arrêté parce que l'arrêté prévoit qu'il faut 1,85 m pour accéder aux études de droit. Et qu'est-ce qu'il va dire le Conseil d'État? Le Conseil d'État va dire, mais ça ne va évidemment pas, parce que quand l'arrêté dit qu'il faut 1,85 m pour accéder aux études de droit, en réalité, l'arrêté reprend quelque chose qui est dans le décret. Et donc, si inconstitutionnalité il y a, ben, l'inconstitutionnalité, elle est d'abord dans le décret, puis éventuellement dans l'arrêté, puisqu'il le reproduit, mais d'abord dans le décret. Or, moi, Conseil d'État, je ne peux pas décider si le décret est compatible ou pas avec la Constitution. Donc, je vais poser à la Cour constitutionnelle la question de savoir si le décret, en imposant pour les études de droit une condition minimale de 1,85 m, est-ce que le décret est compatible? Alors, en l'occurrence, chers étudiants, vous voyez bien ce dont il est question, hein, c'est est-ce que c'est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution? Est-ce que c'est compatible avec le principe d'égalité et de non-discrimination? C'est ça qui est évidemment en cause, et il ne fait aucun doute que la Cour constitutionnelle va répondre que c'est complètement discriminatoire. On peut éventuellement exiger 1,85 m pour certaines professions, mais certainement pas pour des études de droit. Et donc, la Cour va probablement répondre au Conseil d'État, oui, le décret est contraire à la Constitution, il est discriminatoire, il est contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution. Je vous réponds qu'il est contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution. Et recevant la réponse, le Conseil d'État va pouvoir alors annuler l'arrêté du gouvernement de la communauté française. Ça va? Ça, c'est, si vous reprenez les flèches du schéma précédent, je ne sais plus comment revenir en arrière maintenant, ça c'est embêtant. Bon. Peu importe. J'essaierai après. Je ne parviens plus à revenir en arrière, ça m'ennuie. On verra après. Attendez. Hein. Deux minutes. Bon, peu importe. J'espère que vous avez bien en tête le schéma. Après ça, on fera. Écoutez, on va faire la pause maintenant. Je vais essayer de récupérer le. Donc, je propose qu'on se donne 5 minutes. Il est 14h33. On se retrouve à 14h38, si vous voulez bien. Et nous soufflons de part et d'autre de cet ordinateur. S'il y avait le moins de soucis, vous m'écrivez des petits mots pour me dire ce qu'il y a, ce qui va et ce qui ne va pas. Hein. Ça va? Grand merci. À tout de suite.
Voilà, voilà. Vous m'entendez toujours? J'espère que ça va. J'ai récupéré le diaporama. Bien. En principe, vous m'entendez toujours. Il n'y a aucune raison qu'il en soit autrement. Sinon, vous m'avertissez. Et donc, je reviens à mon schéma. La seconde case, c'est l'idée d'un arrêté royal du gouvernement, d'un arrêté du gouvernement de la communauté française qui règle les modalités qui vont permettre de mesurer la taille des différents candidats, mais en réglant ces modalités, l'arrêté va remplacer 1,85 par 1,86. Il va donc modifier en quelque sorte ce qui est prévu par le décret. Alors là, on a typiquement le cas d'un arrêté qui est d'abord et avant tout contraire au décret. Et donc, il est frappé d'illégalité. C'est ça qu'on peut lui reprocher, c'est d'être contraire au décret. Alors, on peut évidemment se poser la question de savoir s'il est aussi inconstitutionnel, parce que c'est évident qu'imposer 1,86 m, c'est évidemment encore plus inconstitutionnel que d'imposer 1,85 m, mais c'est pour ça que je l'indique ici, c'est d'abord une question de légalité. Ça va?
J'essaie de parler moins vite parce que Simon m'a dit que je parlais un peu trop vite. C'est vrai que quand je ne suis pas devant vous, c'est difficile de mesurer mon débit. La troisième situation, alors c'est là que mon exemple est évidemment encore plus farfelu. Imaginez que l'arrêté du gouvernement de la communauté française imagine, oui, que pour mesurer toute une procédure pour mesurer la taille des candidats et prévoit que vous passez devant quelqu'un qui vous oblige à vous mettre tout nu au moment de mesurer votre taille pour vérifier que vous avez bien 1,85 m. C'est évidemment là quelque chose qui n'est pas dans le décret. On n'est pas dans ce schéma-là. Ce n'est pas quelque chose qui est dans le décret. C'est une règle nouvelle que l'arrêté imagine. Cette règle nouvelle, ben, évidemment, on peut se poser la question de savoir si elle n'est pas incompatible avec la Constitution et vous aurez vite deviné ce qui est en cause ici dans la Constitution, c'est le droit au respect de sa vie privée. Il est évident que un arrêté comme le législateur peut s'ingérer dans la vie privée, mais il faut évidemment que la limitation d'un droit comme le droit à la vie privée, que vous puissiez établir que c'est susceptible d'une justification objective et raisonnable. Alors évidemment, demander à quelqu'un de se mettre tout nu pour qu'on mesure sa taille, c'est évidemment pas du tout susceptible d'une justification objective et raisonnable, et donc l'arrêté devrait ici être considéré comme contraire à la Constitution. Mais là, on est vraiment par rapport au schéma précédent. Je ne vais pas revenir en arrière parce que j'ai des problèmes après pour revenir en avant, mais par rapport au schéma précédent, on est vraiment dans l'hypothèse de la flèche rouge tout à droite, où là, il y a de nouveau une inconstitutionnalité immédiate de l'arrêté. Voilà, j'espère que j'ai été clair avec ces configurations qui montrent que le lien qu'il peut y avoir entre le contrôle exercé par la Cour constitutionnelle et le contrôle exercé par le Conseil d'État, il y a des liens évidemment, et que parfois le Conseil d'État est obligé, par des questions préjudicielles, de s'en remettre à la Cour constitutionnelle. Ça va? Alors, je poursuis en envisageant avec vous le troisième contrôle. Voilà. C'est le contrôle qui est exercé en vertu de l'article 159 de la Constitution par les cours et tribunaux. Alors, je vous ai mis l'article 159 sous les yeux. C'est un article qui existe depuis 1831. Hein, c'est un vieil article. Et la terminologie qu'il utilise est peut-être pas encore, pas forcément tout à fait adaptée, mais l'article 159 nous dit, je le décortique avec vous, regardez-le bien, hein, il dit les cours et tribunaux, d'abord. Il faut savoir que les cours et tribunaux, ici, à l'article 159, l'expression cours et tribunaux n'a pas nécessairement la même signification dans toutes les dispositions de la Constitution. Ça ne facilite pas votre tâche, j'en suis désolé. Mais en tout cas, ici, à l'article 159 de la Constitution, l'expression cours et tribunaux a une portée plus large qu'à l'article 40 de la Constitution. L'article 40 de la Constitution, c'est l'article qui consacre l'existence d'un pouvoir judiciaire qui est composé de cours et tribunaux. Et si vous regardez l'article 40, les cours et tribunaux du pouvoir judiciaire, ce sont uniquement les cours et tribunaux du pouvoir judiciaire. C'est depuis le juge de paix, le tribunal de police, jusqu'à la Cour de cassation. J'ai étudié ça l'année dernière. À l'article 159, les cours et tribunaux, c'est bien sûr d'abord ça. Bien sûr, c'est d'abord les juridictions de l'ordre judiciaire. Mais les cours et tribunaux, c'est aussi le Conseil d'État lui-même, section du contentieux administratif, et les juridictions administratives qui sont créées en Belgique, juridictions administratives que nous n'étudions pas dans le cadre de ce cours, que vous étudierez en droit administratif, mais il y a effectivement, à côté des juridictions judiciaires, des juridictions administratives, dont la plus importante est la section du contentieux administratif du Conseil d'État. Et donc, pour le Conseil d'État, la situation est extrêmement simple. Le Conseil d'État peut être amené à devoir
S'il est saisi, par exemple, d'un recours en annulation dirigé contre un acte administratif, quel qu'il soit, en contrôlant cet acte administratif, le Conseil d'État peut être amené à devoir écarter une norme supérieure qu'il jugerait comme étant irrégulière, et le faire sur base de l'article 159 de la Constitution. Donc les cours et tribunaux n'appliqueront. Donc vous voyez bien qu'ici, il ne s'agit pas d'annuler ici. Il s'agit de refuser d'appliquer. Ce n'est pas la même chose. Vous refusez d'appliquer dans un litige, mais la norme, elle continue d'exister. Donc n'appliqueront. Alors il y a une expression là, les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux. En réalité, cette expression, vous pouvez la traduire comme signifiant, et c'est ce qui m'importe aujourd'hui avec vous, les cours et tribunaux n'appliqueront pas, soyons clairs, les normes réglementaires. On va dire ça comme ça, les normes réglementaires. Qu'autant que ces normes sont conformes aux lois. Conformes aux lois, en réalité, ça veut dire conformes à non seulement les lois, mais en fait toutes les normes hiérarchiquement supérieures. Et donc, on voit bien que vous voyez bien le parallèle avec le Conseil d'État, le contrôle ici et le contrôle du Conseil d'État. Le parallèle, c'est que les normes contrôlées sont les mêmes, ce sont les normes réglementaires, pas les normes législatives, les normes réglementaires. Et ces normes réglementaires, elles sont contrôlées par rapport à tout ce qui est hiérarchiquement supérieur. Donc la Constitution, toute la Constitution, les traités internationaux, mais aussi les normes législatives. Il y a aussi les cours et tribunaux, au sens de l'article 159, sont amenés à exercer un contrôle de constitutionnalité, mais aussi de légalité, comme le Conseil d'État. Là, il y a vraiment un parallèle assez évident avec le Conseil d'État. Alors, la différence avec le Conseil d'État, c'est que ici, ce n'est pas un contrôle à titre principal. Le Conseil d'État, c'est un contrôle à titre principal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que quand le Conseil d'État est saisi d'un recours en annulation dirigé contre un arrêté royal, ben, l'objet du litige, c'est la question de savoir si l'arrêté royal doit être annulé ou pas. Voilà, c'est ça la question. S'il est reproché à l'arrêté royal d'être contraire à la Constitution, ben, l'objet du litige, c'est est-ce que l'arrêté royal est compatible ou n'est pas compatible avec la Constitution. Et si ce n'est pas compatible avec la Constitution, ben, le Conseil d'État annule. Ça, c'est le contrôle du Conseil d'État. Les cours et tribunaux, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas un contrôle à titre principal, c'est un contrôle à titre incident. Je m'explique. Ici, vous n'allez pas devant les cours et tribunaux pour demander aux cours et tribunaux qui n'appliquent pas tel arrêté. Non, telle norme. Non, c'est pas ça. Vous allez devant les cours et tribunaux, devant une juridiction, le juge de paix, je reprends toujours le juge de paix. Vous allez devant le juge de paix parce que vous avez un conflit avec quelqu'un. Vous êtes locataire, vous avez un conflit avec votre bailleur. Et le juge de paix, ben, ce qu'on lui demande à titre principal, c'est de résoudre ce conflit. C'est ça sa mission. Il doit résoudre le conflit. Mais pour résoudre ce conflit, il va devoir appliquer un arrêté. Bon, il va devoir appliquer un arrêté et il se rend compte que cet arrêté, par exemple, est contraire à la Constitution. Ah, dans ce cas, et donc la question de constitutionnalité de l'arrêté, elle intervient à titre incident par rapport au litige principal qui est le conflit entre le locataire et son propriétaire et le bailleur, à titre incident. Et donc c'est à titre incident que le juge de paix va dire, ben voilà, la norme réglementaire que je dois appliquer pour résoudre ce litige, elle est ou elle n'est pas compatible avec la Constitution. Et si j'estime qu'elle n'est pas compatible avec la Constitution, ben, je l'écarte de mon litige. Je ne peux pas l'annuler. N'appliqueront, dit l'article 159, je l'écarte de mon litige et je vais donc résoudre ce litige en faisant abstraction de cette norme. Et donc, j'espère que vous voyez bien la différence entre le Conseil d'État qui exerce sur les normes réglementaires un contrôle qui est un contrôle exercé à titre principal et le contrôle qui est exercé par les cours et tribunaux qui peut être exercé, c'est pas les cours et tribunaux n'exercent pas chaque fois, ne font pas usage tout le temps de l'article 159, bien sûr, mais les cours et tribunaux peuvent être amenés à faire usage de l'article 159, mais toujours à titre incident, avec évidemment, vous vous en rendez compte,
avec évidemment la conséquence aussi, c'est qu'ici, il n'y a pas de limite dans le temps. Je veux dire par là que le Conseil d'État, il est saisi dans les 60 jours de la publication de la norme réglementaire. L'article 159, ça peut arriver n'importe quand, 20 ans, 30 ans après que la norme réglementaire ait été publiée. Ça va? Alors, je vous donne, dans le syllabus, j'ai donné un exemple d'utilisation de l'article 159 de la Constitution. En l'occurrence, c'était un exemple qui concerne le port du voile intégral. Alors, c'est un exemple intéressant, je trouve, parce que c'est un exemple, c'est l'exemple suivant. La commune d'Etterbeek adopte un jour un règlement de police. Elle intègre dans son règlement de police, et le règlement de police, c'est une norme réglementaire, le règlement de police, comme un arrêté royal, c'est une norme réglementaire. Et la commune d'Etterbeek prévoit dans ce règlement de police une disposition qui prévoit que, alors je vous la lis, et la formulation est dans le syllabus à la page 162, donc je vais pas recopier, mais l'article dit ceci: sans autorisation de l'autorité compétente, il est interdit sur le domaine public de se dissimuler le visage par des grimages, le port d'un masque ou tout autre moyen, à l'exception du temps du carnaval. Okay. Par temps de carnaval, il faut entendre le mardi gras, le dimanche qui le précède, le dimanche qui le suit, et le dimanche qui suit le jeudi de la mi-carême. Le règlement est extrêmement précis. Fin de citation. Ce qui est essentiellement visé ici, à travers cette formulation très générale, c'est évidemment l'interdiction du voile intégral. Il se fait que un jour, une femme musulmane se promène dans les rues d'Etterbeek et son visage est dissimulé par ce qu'on appelle un niqab, donc le voile intégral, qui ne laisse apparaître que les yeux, vous connaissez cela, et elle est poursuivie pénalement devant le tribunal de police, alors en l'occurrence le tribunal de police de Bruxelles, sur base de l'interdiction prévue par le règlement général de police de la commune. Le règlement général de la police ne fait pas qu'interdire le voile intégral sur le domaine public, il prévoit aussi des sanctions. Je ne vais pas dire que c'était des sanctions qui étaient très importantes, mais ce sont quand même on est dans l'ordre ici des contraventions, ce n'est pas un crime, mais c'est quand même des sanctions. Eh bien, le tribunal de police, dans un jugement qui a été rendu en 2011, et vous en avez des références dans le syllabus si ça vous intéresse, le tribunal de police a considéré que, donc vous voyez, le tribunal de police, il est saisi de quoi? Son litige, c'est quoi? Son litige, c'est le ministère public poursuit une dame pour une infraction à un règlement de police. Elle a porté le voile intégral alors qu'elle ne le pouvait pas, et donc le ministère public demande que soit infligée à cette dame une sanction pénale. Bien. Ça, c'est le litige principal dont est saisi le tribunal de police. Et donc, pour résoudre son litige, le tribunal de police doit appliquer une norme réglementaire, c'est le règlement de police de la commune d'Etterbeek. Et l'article 12, pour être précis. Et le tribunal de police considère, il vérifie si cet article 12, mais à titre incident, à titre principal, c'est la question pénale, on est bien d'accord, mais il va vérifier que l'article 12 est compatible ou n'est pas compatible avec la Constitution. Et en l'occurrence, le tribunal de police a considéré que l'article 12 n'était pas compatible avec la Constitution, que l'article 12 heurtait l'article 19 de la Constitution. L'article 19 de la Constitution, vous verrez cela avec Céline, c'est un article qui consacre notamment la liberté de religion. Et donc, le tribunal a considéré que l'article 12 du règlement de police heurtait la liberté constitutionnelle de religion. Et donc, il l'a écarté, ce qui signifiait évidemment pour la personne en question un acquittement, puisqu'il n'y avait plus de base réglementaire pour la condamner. Alors, je précise dans le syllabus que c'est une affaire qui est antérieure à une loi qui a été adoptée quelques mois après, la loi du 1er juin 2011. C'est en quelque sorte le législateur fédéral lui-même qui a repris la main
Il n'a pas laissé aux communes, il n'a plus laissé aux communes le soin de décider si on pouvait ou pas porter le voile intégral dans le domaine public. C'est le législateur qui a dit, moi je dois prévoir une règle qui est applicable sur tout le territoire de la Belgique. Et donc il y a eu une loi adoptée le 1er juin 2011 visant à interdire le port de tout vêtement cachant totalement ou de manière principale le visage. Je fais référence à cette loi dans le syllabus. Donc aujourd'hui, ce n'est plus les communes qui sont compétentes, c'est le législateur qui a prévu une interdiction pénalement sanctionnée du port du voile à l'échelle de l'ensemble du territoire de la Belgique. Mais ça, je l'ai mis pour information. Ce qui était intéressant, c'est de voir le raisonnement qui avait été tenu par le tribunal de police. Je donne souvent aussi un autre exemple aux étudiants, mais qui est un exemple que j'ai un jour imaginé, mais qui est loin d'être farfelu. Hein. Imaginons que, et ceux qui ont des syllabus pirates, c'est un exemple qui doit se retrouver dans les notes, c'est celui-là parce que je l'ai déjà utilisé plusieurs fois, mais imaginons que la commune de Tigny, Louvain-la-Neuve, adopte de nouveau aussi un règlement de police dans lequel il est prévu que dorénavant, les cercles d'étudiants, les cercles régionaux bien sûr, l'ensemble des cercles doivent sur le territoire de la commune fermer tous les soirs, toute l'année, à 9 h du soir. Bien. Et je précise que ce règlement n'est pas pris en période de coronavirus, hein, on est dans une période qui est une période normale. Bien. Imaginons que le président du cercle de droit, refuse d'obéir à ce règlement de police, et le cercle de droit ouvre le cercle jusqu'à des, vous connaissez ça mieux que moi, jusqu'à des 3 h, 4 h, 5 h du matin. Bien. Conséquence de cela, c'est quoi? La conséquence, c'est que le président du cercle risque d'être poursuivi devant le tribunal de police de Wavre pour ne pas avoir respecté le règlement de police et donc risque des sanctions pénales. Bien. S'il est poursuivi devant le tribunal de police, il pourrait éventuellement se défendre en soutenant devant le tribunal de police que ce règlement de la commune, il est contraire à la Constitution. Et vous avez deviné évidemment quelle est la liberté qui est ici en cause. Hein. C'est très clairement la liberté de réunion. De nouveau, soyons clairs, hein, je ne suis pas en train de vous dire qu'un pouvoir public, en l'occurrence une commune, ne peut jamais limiter une liberté comme la liberté de réunion. Ce n'est pas une liberté absolue, bien sûr qu'on peut la limiter, la liberté de réunion. Et ce que nous vivons actuellement montre bien qu'on peut la limiter, la liberté de réunion. Mais il faut évidemment toujours que cette limitation soit, selon la formule usuelle, qu'elle soit susceptible d'une justification objective et raisonnable. Et le mot raisonnable renvoie à l'idée de proportionnalité. Et donc interdire à des cercles d'étudiants d'ouvrir tous les jours de l'année, hein, je dis bien tous les jours de l'année sans aucune exception au-delà de 9 h du soir, on peut se poser la question de savoir si ce n'est pas quand même une atteinte disproportionnée à la liberté de réunion. Si le juge de paix, le tribunal de police de Wavre est convaincu par l'argument du président du cercle, qu'est-ce qu'il fera? Il fera usage de l'article 159 de la Constitution et il écartera dès lors le règlement de police pour contrariété à l'article 26 ou 27, je ne sais plus maintenant, de 26 de la Constitution sur la liberté de réunion. Alors évidemment, soyons très complets, le président du cercle de droit peut aussi, plutôt que d'attendre d'être traduit devant le tribunal de police, il peut aussi évidemment prendre les devants. Et prendre les devants, ça veut dire quoi? Une fois que ce règlement a été adopté, une fois qu'il a été publié, il a 60 jours pour l'attaquer devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. Donc vous voyez qu'il y a deux solutions possibles, ou bien il prend les devants, il dit moi j'attaque devant le Conseil d'État cette disposition du règlement de la commune de Tigny-Louvain-la-Neuve et je demande que le Conseil d'État l'annule parce que contrariété à l'article 26 de la Constitution, la liberté de réunion, ou bien voilà, soit j'ai été distrait, je ne l'ai pas fait dans le délai de 60 jours, soit je n'ai pas voulu le faire, peu importe, et j'attends d'être poursuivi devant le tribunal de police de Wavre, et là, je soulève le problème, non plus à titre principal, mais je le fais à titre incident.
si je puis le dire ainsi. Et maintenant, pour être sûr que vous compreniez bien les choses, imaginons justement que ce ne soit pas un règlement communal qui prévoit que les cercles sont fermés à 9 h du soir, mais imaginons que le législateur fédéral, au titre du maintien de l'ordre public, à l'échelle de l'État, le législateur fédéral adopte une loi qui prévoit que tous les cercles d'étudiants sur tout le territoire de la Belgique doivent toute l'année fermer à 9 h du soir. Alors évidemment, en termes de contrôle, si vous avez bien compris tout ce que je vous ai enseigné ces dernières heures de cours, le contrôle est évidemment ici très différent. Ici, ce n'est pas une norme réglementaire qui est en cause, c'est une loi. C'est une norme législative. Mais le problème, il est le même. C'est une norme législative qui pourrait être contraire à l'article 26 de la Constitution et donc à la liberté de réunion. Mais les contrôles ne sont pas les mêmes. Ici, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec, réfléchissez, hein, une loi qui interdit la possibilité pour des cercles d'ouvrir au-delà de 9 h du soir toute l'année sur tout le territoire de la Belgique? Première chose, c'est attaquer cette loi devant la Cour constitutionnelle en vertu de la loi sur la Cour constitutionnelle. Vous avez 6 mois pour le faire à partir de la publication de la loi au Moniteur belge. C'est une première possibilité. Ou bien vous n'attaquez pas la loi, mais de nouveau ici, le président du cercle de droit ne la respecte pas, cette loi. Il est traduit devant une juridiction pénale pour ne pas avoir respecté cette loi. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Tombez pas dans le piège ici. Hein. Il est devant le tribunal de police de Wavre parce qu'il n'a pas respecté cette loi. Mais il considère que cette loi est contraire à la liberté de réunion. Est-ce qu'il pourrait ici demander au tribunal de police de Wavre de faire usage de l'article 159 et d'écarter la loi comme contraire à la liberté de réunion? Est-ce qu'il pourrait faire la même demande que celle qu'il a faite tout à l'heure à propos du règlement de la police, du règlement de police de Ottilie? Non, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est une loi. Et le tribunal 159 ne concerne pas les lois, concerne les normes réglementaires. Et donc ici, la seule possibilité, évidemment, c'est que le tribunal de police de Wavre pose à la Cour constitutionnelle la question de savoir si la loi est compatible ou n'est pas compatible avec l'article 26 de la Constitution. Et donc, suivez le raisonnement, il est limpide, enfin limpide, je ne sais pas si ce que je vous dis est limpide, mais en tout cas, le raisonnement est assez clair, si vous me suivez bien. Le tribunal de police de Wavre interroge la Cour constitutionnelle sur la question de savoir si la loi en question est compatible ou pas avec l'article 26 de la Constitution, de deux choses l'une, ou bien la Cour dit il n'y a pas de violation, la loi ne viole pas l'article 26 de la Constitution, mais dans ce cas-là, le tribunal de police de Wavre peut condamner le président du cercle, il peut appliquer la loi, bien sûr, ou bien la Cour constitutionnelle lui dit la loi viole l'article 26 de la Constitution, il y a une inconstitutionnalité de la loi. Je vous dis, moi, Cour constitutionnelle, je n'annule pas la loi, je ne peux pas le faire, mais je vous réponds, hein, j'ai expliqué ça, les arrêts de réponse, je vous réponds que la loi est contraire à la Constitution, et donc je vous demande de ne pas appliquer cette loi. Alors là, il peut le faire. Le président du tribunal de police peut alors écarter la loi, non pas sur base de 159, mais parce que, tout simplement, la Cour a rendu un arrêt qui lui interdit d'appliquer cette loi parce qu'elle est contraire à la Constitution. Et donc, il va écarter la loi, ce qui veut dire, en l'occurrence, que le président du cercle sera ici aussi acquitté. Mais la loi continue d'exister. Hein. Rappelez-vous ce qu'on a vu mardi dernier, je vous avais expliqué cela. La Cour répond au juge que la loi est contraire à la Constitution, le juge peut ne pas l'appliquer, mais la loi continue à exister. Elle continue à exister, mais, rappelez-vous, replongez dans les cours que je vous ai donnés mardi dernier, la Cour rend donc un arrêt de réponse. Cet arrêt de réponse, il conclut au fait qu'une loi est contraire à la Constitution. La loi fait toujours partie de l'ordre juridique, mais deux choses, et après ça on fera une pause, donc restez attentifs jusqu'au bout, deux choses. Un, ça a pour effet de relancer un nouveau délai de 6 mois qui va permettre de solliciter, si quelqu'un le demande, bien sûr, si une personne physique, morale, justifiant d'un intérêt le demande, mais ça va permettre à ce moment-là de demander à la Cour de, cette fois, annuler la loi qu'elle a préalablement
déclarée inconstitutionnelle sur question préjudicielle. Cette fois, elle va pouvoir l'annuler. Et deux, tout juge qui serait confronté au même problème à l'avenir, eh bien, pourrait se dispenser de reposer la question à la Cour constitutionnelle, mais devrait alors s'inspirer de l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle. Et donc, ici, je vous donne un exemple qui le montre. Imaginons qu'après que le président du cercle de droit ait obtenu que la Cour constitutionnelle, sur question préjudicielle du tribunal de police de Wavre, que la Cour constitutionnelle dise la loi est contraire à la Constitution, il est donc acquitté, parce que le tribunal de police de Wavre est obligé de respecter l'arrêt de réponse de la Cour. Imaginons qu'un mois après, c'est le président du CESEC qui se retrouve devant le tribunal de police de Wavre. Ben, le président du tribunal de police de Wavre ne va pas dire « je vais reposer la question à la Cour ». Je l'ai déjà posée. Je l'ai posée pour le président du cercle de droit, je ne vais pas la reposer pour le président du CESEC. Et donc, je vais m'inspirer de la réponse que la Cour a donnée. Et donc, je vais prendre l'initiative d'écarter la loi pour contrariété à l'article 26 de la Constitution. Et si un mois après, c'est le président de la régionale de la centrale qui ne respecte pas, ben, ce sera exactement la même chose. Voilà ce que je voulais vous expliquer sur les contrôles. J'espère que c'est très clair pour vous. Pour ceux qui suivent les exercices pratiques, vous allez évidemment revenir avec cela avec les assistants, parce que les contrôles, ça fait partie évidemment des choses qui vous sont aussi enseignées en exercice pratique. C'est évidemment une partie très très importante du cours. J'ai essayé d'être le plus clair possible. Je voudrais, je ne sais pas si on se reverra, parce que la situation est tellement... oui, on se reverra, bien sûr qu'on se reverra, mais je ne sais pas quand on se reverra. La situation est tellement dramatique et enfin, je pense qu'on va vers un confinement total, d'après ce que j'ai pu entendre, mais si on doit se revoir, en tout cas pour les cours, ce que j'espère après Pâques, de grâce, si par rapport à tous ces contrôles, il y a encore des questions, des choses qui vous paraissent pas bien expliquées, des zones d'ombre, vous devez évidemment pas du tout hésiter à me le dire et lorsqu'on se reverra les yeux dans les yeux, je pourrai revenir éventuellement sur un certain nombre de points. Je ne pourrai pas revenir sur tout ce que je vous enseigne ici, c'est clair, mais je pourrais tout de même revenir sur certaines choses qui concernent les contrôles, parce que ça, c'est vraiment très, très important. Ça va, je vous propose une nouvelle petite pause de 5 minutes. Il est 15h08, je propose qu'on se retrouve à 15h13, voilà, pour être tout à fait précis. À tout de suite.
Bien, on reprend. Et alors, tout à l'heure, Simon m'a envoyé un message qui tend à montrer qu'il y a des étudiants qui ont des problèmes techniques. J'en suis évidemment tout à fait désolé. Par ailleurs, je reçois des messages d'étudiants qui me disent que tout va bien. Les problèmes techniques, ils peuvent être dus soit au fait que vous ayez une mauvaise connexion Internet, mais ça peut être dû au système aussi. C'est pour ça que si l'enregistrement se fait correctement, évidemment, on est sauvé. Hein, mais ça, je ne pourrai le dire que lorsqu'on aura terminé. Et de toute façon, je vous l'ai dit, Simon fait un enregistrement, de sauvegarde, si je puis dire. Bon, il reste 3 quarts d'heure. Je propose qu'on essaye de tenir le coup jusque 16 heures sans pause. Je vais vraiment essayer de ne pas aller trop vite, je vous rassure. J'ai des questions intelligentes qui m'ont été posées. Alors, il y a 3 questions enfin, il y a plusieurs questions vraiment intéressantes. Alors, il y en a une qui n'a rien à voir avec ce que je viens de vous dire, en tout cas pas directement, mais tout de même, elle est posée de telle manière qu'il y a un lien. Ça concerne les pouvoirs spéciaux. Vous avez vu que une loi de pouvoirs spéciaux va être adoptée pour octroyer au gouvernement de Mme Louise Mess la possibilité d'adopter des arrêtés royaux de pouvoirs spéciaux. Je vous propose de ne pas répondre à cette question maintenant, mais d'y consacrer demain 5 minutes lorsque je commencerai mon cours. Et ce pour une raison bien simple, c'est qu'il reste aujourd'hui un certain nombre d'incertitudes sur la configuration de ces pouvoirs spéciaux. Et donc, je préfère attendre demain pour vous donner une réponse qui soit la plus... je pourrais maintenant vous expliquer ce que c'est qu'une loi de pouvoirs spéciaux, bien sûr, mais vous donner une réponse qui soit la plus circonstanciée possible par rapport aux événements. Ça va? Et alors, justement, la question qui m'était posée par Antoine, c'est la question de l'articulation par rapport au contrôle. Donc, c'est évidemment intéressant, donc je reviendrai là-dessus, bien évidemment. Alors, il y a une deuxième question qui m'a été posée. Alors, je vais la lire parce qu'elle est formulée de manière très correcte. Est-il juste de considérer, dans le cas d'une inconstitutionnalité médiate d'un arrêté royal, donc ça c'est quand l'arrêté royal reprend une inconstitutionnalité qui est en fait dans la loi, hein, vous vous souvenez de cela, est-il juste que si la loi que le Conseil d'État pense inconstitutionnelle porte sur une inconstitutionnalité que la Cour constitutionnelle ne peut pas vérifier, parce que ce n'est pas de sa compétence, on n'est pas dans le bloc de constitutionnalité, est-il juste que le Conseil d'État, alors la phrase je l'ai perdue maintenant, est-il juste de considérer, dans le cas d'une inconstitutionnalité immédiate d'un arrêté royal, que si la loi que le Conseil d'État pense inconstitutionnelle porte sur une inconstitutionnalité que la Cour constitutionnelle ne peut pas vérifier, alors le Conseil d'État ne sait pas trancher l'inconstitutionnalité de l'arrêté royal en question? Oui, la réponse est oui. Parce que si le Conseil d'État pense que l'arrêté royal est contraire à une disposition de la Constitution que la Cour constitutionnelle ne peut pas trancher, et si cette inconstitutionnalité se trouve dans la loi, ben, personne ne peut contrôler la loi au regard de cette inconstitutionnalité-là. Et le Conseil d'État va devoir présumer que l'arrêté est parfaitement régulier. Là, il y a évidemment une lacune dans notre état de droit constitutionnel, c'est qu'il y a une partie de la Constitution qui, en ce qui concerne les lois, je dis bien les lois, ne peut pas être contrôlée. Je suis bien obligé de vous répondre oui. Alors, il y a une question qui m'a été posée aussi, toujours par Antoine, qui me dit que la loi interdisant le port du voile intégral a été jugée conforme à la Constitution, et comment il se fait qu'un tribunal de police peut considérer que la loi, que le règlement de police est contraire à l'article 19 et que la Cour constitutionnelle ait pu décider du contraire. Ben ça c'est une très très bonne question, Antoine. C'est une bonne question et qui montre que les appréciations qu'on peut avoir de la constitutionnalité d'une norme, eh bien, ces appréciations, elles peuvent varier d'une personne à l'autre. Alors, ça montre aussi que quand on est dans le cadre d'un contrôle qui est diffus, hein, où tous les juges, dans le cas de 159, c'est vraiment un contrôle diffus, tous les juges peuvent avoir une appréciation sur la constitutionnalité de telles normes. Le juge de paix ici, le tribunal de police ici, à propos du règlement de Etterbeek, a considéré que le règlement de police était contraire à l'article 19. Bon,
On aurait pu imaginer que le juge de paix de XL, à propos d'une disposition comparable, décide que ce n'est pas incompatible avec l'article 19. Et puis c'est pour ça qu'il y a des degrés de juridiction. Et s'il y a des contrariétés dans la jurisprudence des juridictions, ben, in fine, c'est la Cour de cassation qui tranche et qui uniformise l'interprétation. C'est ça aussi la vertu des degrés de juridiction qui aboutissent à ce qu'il y ait une uniformité possible, une uniformisation possible par la Cour de cassation. Quant à l'arrêt de la Cour constitutionnelle, oui, c'est vrai que la Cour constitutionnelle a rendu un arrêt qui a considéré qu'il n'y avait pas d'inconstitutionnalité de la loi. Bon, il faut savoir que c'est un arrêt qui a été très critiqué par la doctrine, qui a considéré que c'est un arrêt qui était contestable à mains égards. Donc, ce n'est pas un arrêt qui a été très bien accepté par tout le monde. C'est un sujet qui est aussi compliqué, hein, faut dire ce qui est. Mais je répète, hein, ça montre aussi que les appréciations qu'on peut avoir de la constitutionnalité d'une norme, dans certains cas, peuvent être divergentes, bien évidemment. On voit aussi là, il y a évidemment, inévitablement un facteur humain qui entre en ligne de compte. Bien, alors, il y a une question qui m'a été posée enfin c'est plutôt une réflexion qui est faite par Émilie, et qui me permet de rebondir sur une dernière chose que je voulais vous dire à propos des contrôles. Donc, soyez bien attentifs parce que ce n'est pas nécessairement une chose facile, et Céline reviendra en partie là-dessus parce que ça touche directement à la protection des droits fondamentaux. La question est la suivante. On est devant le juge de paix. On va faire ça comme cela. On est devant le juge de paix, ou plutôt le tribunal de police. On va dire le tribunal de police. On est devant le tribunal de police. Et le tribunal de police doit rendre une décision. Quelqu'un est poursuivi devant lui pour une infraction à une loi. Sous contravention, c'est pas très grave, mais c'est une infraction à la loi. Et le tribunal de police doit statuer sur cela. Est-ce que la personne en question a violé ou n'a pas violé la loi? Bien. Et la question se pose de savoir si cette loi n'est pas contraire à un article n'est pas contraire à un droit fondamental. On va le dire comme ça. Est-ce que la loi n'est pas contraire à un droit fondamental? Par exemple, prenons cet exemple, on va reprendre le même exemple, et je pense que Émilie d'ailleurs rebondissait par rapport à ça. Par exemple, par rapport à non, Émilie, c'était la liberté de réunion. Mais prenons mon exemple, prenons la liberté de religion, puisqu'on rebondit sur le voile, la liberté de religion. La loi serait contraire à la liberté de religion. Que peut faire ici le juge, le tribunal de police? Il doit appliquer une loi et il est convaincu que cette loi est contraire à la liberté de religion. Qu'est-ce qu'il peut faire? Alors, vous vous dites tous et toutes, j'espère, que compte tenu de ce que je vous ai plutôt expliqué la semaine dernière, mais on l'a quand même rappelé ici, ce que doit faire le juge de paix, c'est poser à la Cour constitutionnelle la question de savoir si la loi n'est pas contraire à l'article de la Constitution qui consacre la liberté de religion, c'est-à-dire l'article 19. Oui, bien sûr. On se dit que c'est assez logique de faire cela. Le juge de paix, il ne peut pas décider lui-même si la loi est contraire à la Constitution, donc c'est normal qu'il pose la question à la Cour constitutionnelle. Oui, mais on peut se dire, oui, mais le juge de paix, il pourrait peut-être être tenté de faire autre chose. Il pourrait être tenté, derrière la question de Émilie, il y a très clairement cela, cette idée-là, il pourrait être tenté de se dire, oui, mais ici, la loi, elle est peut-être contraire à l'article 19 de la Constitution belge, mais la loi, elle peut aussi être considérée comme contraire à la liberté de religion telle que consacrée par la Convention européenne des droits de l'homme. Dans la Convention européenne des droits de l'homme, c'est l'article 9, si mes souvenirs sont bons, il y a aussi une disposition qui prévoit la liberté des cultes, la liberté de religion. Mais si le tribunal de police considère que la loi qui interdit le port du voile, par exemple, serait contraire à la liberté de religion de l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme, mais dans ce cas-là, il y a une solution extrêmement simple pour lui, c'est que sur base de la jurisprudence de l'arrêt de ski de la Cour de cassation, il peut écarter la loi.
peut écarter, pas sur base 159, hein, bien d'accord, mais sur base de la jurisprudence de l'arrêt de ski que je vous ai rappelé il y a 2 semaines, ben, il peut évidemment écarter la loi. Alors qu'est-ce qu'il doit faire notre tribunal de police? Il est là avec une loi qui interdit le port du voile. Il considère que ça va à l'encontre d'une liberté fondamentale, c'est la liberté de religion. Ou bien il pose la question à la Cour constitutionnelle, question qui aura pour objet la compatibilité de cette loi avec un article de la Constitution, en l'occurrence l'article 19, ou bien il privilégie la CEDH, il dit mais en fait cette loi elle va à l'encontre de la Convention européenne des droits de l'homme, et donc moi je n'ai pas besoin de passer par la Cour constitutionnelle, je peux immédiatement écarter cette loi comme étant contraire à la CEDH. Alors, vous voyez le dilemme évidemment. Alors ce problème, il s'est évidemment posé devant de nombreux juges, et ce qu'ont fait les juges généralement, c'était de considérer qu'il fallait, en vertu du principe de subsidiarité, il fallait d'abord invoquer, mobiliser les droits fondamentaux reconnus par la Constitution. Et donc, dans cette logique, ils ont posé la question à la Cour constitutionnelle. Très bien. Mais à un moment donné, il y a un juge qui a fait de la résistance. Dans 2 arrêts assez retentissants, et je ne vais pas vous étonner quel juge a fait de la résistance, c'est la Cour de cassation. La Cour de cassation, dans 2 arrêts, a dit, mais moi, je ne passe plus par la Cour constitutionnelle. La jurisprudence Leski, c'est moi qui l'ai créée. Donc, je ne vais pas poser une question à la Cour constitutionnelle, je vais ne pas appliquer la loi, parce qu'elle est contraire à la CEDH. Je ne vais pas me baser sur la Constitution, je vais me baser sur la CEDH. Il est bien évident que faire cela, c'est évidemment supprimer complètement, remettre en cause complètement le contentieux des droits fondamentaux devant la Cour constitutionnelle. Parce que pratiquement tous les droits qui sont dans la Constitution belge, dans le titre 2, mais vous pouvez trouver un équivalent de ces droits dans les traités internationaux, et notamment la CEDH. Parce qu'on a un catalogue qui est assez élémentaire, finalement, et donc, si vous acceptez quelques droits, je pense notamment à la liberté de l'emploi des langues, par exemple, ou certaines garanties en matière d'enseignement à l'article 24, bien, si vous acceptez cela, tous les autres libertés, tous les autres droits du titre 2, ben, vous en trouvez des équivalents dans la CEDH, dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques, dans le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, dans la Convention sur les droits de l'enfant, etc., etc., etc. Donc il serait évidemment très facile pour les juges d'éviter de passer par la Cour constitutionnelle, d'éviter de poser une question préjudicielle, en ne se basant pas sur le droit tel qu'il est consacré par la Constitution, mais en se basant sur le droit tel qu'il est consacré par un traité international. Et donc, utiliser l'arrêt de ski pour court-circuiter la Cour constitutionnelle. Et donc, l'attitude de la Cour de cassation a généré un risque de guerre des juges, soyons clairs. Et la situation à l'époque a été, pour cette raison-là, mais d'autres raisons aussi, une situation qui était assez tendue entre la Cour de cassation et la Cour constitutionnelle. Et donc, il y a eu dans les années 2000 un symposium qui a été organisé. Le symposium, c'est une réunion un peu officielle au Palais des Académies à Bruxelles. Les 3 hautes juridictions, la Cour constitutionnelle, le Conseil d'État et la Cour de cassation, ont décidé de se rencontrer, de se parler et d'évoquer ensemble un certain nombre de problèmes sources de tensions entre ces 3 hautes juridictions. Et ils ont fait appel à des professeurs d'université. J'ai participé à ce symposium. On a été amené à nourrir en quelque sorte les 3 hautes juridictions par des notes destinées à aplanir les tensions entre ces hautes juridictions. Et il y a un groupe de travail qui a planché sur ce problème-là. Que doit faire un juge, tribunal de police ou cour de cassation, peu importe, que doit faire un juge lorsqu'il a un doute sur la compatibilité d'une loi qu'il doit appliquer à un droit fondamental, mais qui est un droit fondamental qui est à la fois reconnu par la Constitution et qui est reconnu par la Convention, par un traité international. Ça peut être la CEDH, ça peut être autre chose. Donc, que fait un juge lorsqu'il est dans une situation, et j'ai déjà défini cela avec vous, mais on l'a défini dans une autre perspective, mais que doit faire un juge lorsqu'il est confronté à ce qu'on appelle un concours de droits fondamentaux?
hein, il est confronté à la question de savoir si une loi est compatible ou pas avec un droit fondamental qui est consacré de manière analogue par la Constitution et par un traité international. Et il y a un des groupes de travail qui a planché là-dessus, ce n'était pas le groupe auquel je participais, j'étais dans un autre groupe. Ici, c'est un groupe qui était dirigé par le professeur Jan Velaars de l'Université d'Anvers. Et ce groupe a dégagé une solution qui, après cela, a été traduite par le législateur dans la loi sur la Cour constitutionnelle. Il a fallu attendre 4 ans pour cela, mais l'article 26 de la loi sur la Cour constitutionnelle a été modifié. On a ajouté, le législateur a ajouté un paragraphe 4 à l'article 26, paragraphe 4 qui règle la question de savoir ce qu'un juge doit faire lorsqu'il est confronté à l'article 26. Lorsqu'il est confronté à un concours de droits fondamentaux. Alors, je ne vais pas, vous le ferez peut-être avec Céline, mais moi, je ne vais pas entrer trop dans les détails de l'article 26. Moi, ce que je voudrais ici, avec vous, à ce stade, que vous reteniez, à propos de cette solution de l'article 26, paragraphe 4, ce que vous reteniez, c'est ceci. Lorsqu'un juge est confronté à un concours de droits fondamentaux, l'article 26, paragraphe 4 nous dit il doit poser la question à la Cour constitutionnelle. Ça, c'est la priorité. Donc, pas question de faire usage de l'arrêt de ski. Il doit poser la question à la Cour constitutionnelle. Il doit permettre à la Cour constitutionnelle, dans une logique de subsidiarité, de se prononcer sur la question de savoir si cette loi est compatible ou pas avec le droit fondamental tel que consacré par notre Constitution. Ça, c'est la règle. Bien. Mais, deux choses. D'abord, il y a des exceptions. Il y a des cas où, effectivement, et c'est l'alinéa 2 du paragraphe 4 qui prévoit un certain nombre d'exceptions, où le juge va ne pas devoir poser la question, et donc il pourra alors, puisqu'il ne pose pas la question, écarter de lui-même la loi pour contrariété au droit fondamental reconnu au niveau international. Il pourra écarter la loi. Et deuxième chose importante, imaginons que le juge pose à la Cour constitutionnelle. Reprenons l'hypothèse de notre tribunal de police. Le tribunal de police dit, très bien, moi je suis l'article 26, paragraphe 4, je vais poser à la Cour constitutionnelle la question de savoir si la loi qui interdit le voile intégral, si cette loi est compatible ou pas avec l'article 19 de la Constitution. Imaginons que la Cour me répond, c'est parfaitement compatible avec l'article 19 de la Constitution. Donc cette loi, vous devez l'appliquer. Moi je considère qu'il n'y a pas de contrariété par rapport à l'article 19 de la Constitution. Ben, le juge de paix, il conserve, le tribunal de police, pardon, excusez-moi, le tribunal de police conserve alors après cela la possibilité de dire peut-être que la loi n'est pas contraire à l'article 19 de la Constitution, mais moi, en vertu de la jurisprudence de ski, je considère que cette loi est contraire à l'article 9 de la CEDH. Et ça, je peux le dire moi-même. Alors, il est évident, et si vous me suivez bien et que vous avez bien compris tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent, il est évident que cette hypothèse, elle est juridiquement possible, mais elle est peu plausible, pour une raison très simple. Vous vous souvenez quand on a parlé des concours de droits fondamentaux, on a déjà parlé du concours de droits fondamentaux, mais on en a parlé en se situant non pas dans la perspective du juge qui doit poser ou pas poser la question, non, on l'a posé dans la perspective de la Cour constitutionnelle. Je vous ai expliqué que quand la Cour constitutionnelle est amenée à contrôler la compatibilité d'une loi par rapport à un droit fondamental qui est reconnu de manière analogue par la Constitution et par un traité international, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit que quand on est dans une situation comme celle-là de concours de droits fondamentaux, que fait la Cour constitutionnelle? La Cour constitutionnelle va recourir à la méthode du tout indissociable. Elle va interpréter le droit fondamental reconnu par la Constitution à la lumière du droit fondamental reconnu par le traité international qui est en cause. Elle va faire en sorte que les deux droits analogues soient traités dans le cadre d'un ensemble qu'elle considère comme étant indissociable. Donc le risque, j'espère que vous comprenez bien cela, mais le risque que un juge, après avoir posé, reprenons le tribunal de police, pour ceux qui ont compris, je me répète, mais je m'adresse surtout à ceux qui n'ont pas encore compris. Imaginons le tribunal de police.
il interroge la Cour constitutionnelle sur la question de savoir si la loi est compatible avec l'article 19 de la Constitution, la liberté de religion telle que consacrée par l'article 19 de la Constitution. Bien. Et la Cour lui répond, ce n'est pas incompatible avec l'article 19 de la Constitution. Il est évident que quand la Cour a fait le travail de vérifier si c'était compatible ou pas avec l'article 19 de la Constitution, elle a interprété l'article 19 à la lumière de l'article 9 de la CEDH. Elle a fait ce travail d'interpréter la Constitution à la lumière du droit international. Et donc elle a intégré, elle est censée l'avoir fait, en tout cas la jurisprudence de Strasbourg, l'interprétation que la Cour européenne des droits de l'homme donne de l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme. Donc la possibilité qu'après ça le juge puisse dire « Vous m'avez répondu sur base de la Constitution, vous m'avez dit que ce n'est pas contraire à l'article 19 de la Constitution, mais moi je considère que c'est contraire à l'article 9 de la CEDH », c'est un risque qui est évidemment éminemment limité parce que la Cour a déjà fait le travail de mettre les deux textes ensemble et de les coordonner, de les envisager en symbiose en quelque sorte. Ça va? Et donc, le concours de droits fondamentaux, pour résumer les choses, nous avons abordé finalement de deux manières. On l'a abordé, donc le concours de droits fondamentaux, je résume, c'est donc la situation où vous avez deux droits fondamentaux, l'un consacré par la Constitution, l'autre par un traité international comme la CEDH, et que ces deux droits sont consacrés par les deux textes de manière soit complètement identique, soit de manière analogue. Eh bien, ça, c'est ce qu'on appelle un concours de droits fondamentaux. On a envisagé ce concours à deux moments dans le cours, qui sont évidemment liés, comme je viens de le faire. On l'a envisagé d'abord, et ça je viens de le faire, en nous plaçant dans la peau du juge, qui est confronté à la compatibilité d'une loi avec un droit qui fait l'objet d'un concours de droits fondamentaux. Je vous ai dit, l'article 26, paragraphe 4, oblige le juge à privilégier la Constitution, à privilégier la question préjudicielle, en principe à tout le moins, sauf si on est dans les exceptions de l'article 26, paragraphe 4. Et puis on a envisagé le concours de droits fondamentaux lorsqu'on est devant la Cour constitutionnelle, lorsque la Cour elle-même est confrontée à cette situation de concours de droits fondamentaux. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Ce qu'elle fait, c'est qu'elle envisage les deux protections constitutionnelles et européennes, ou constitutionnelles et internationales, peu importe, elle les envisage de manière à mettre en symbiose, en quelque sorte, les deux droits fondamentaux. Ça va, j'ai vraiment essayé d'être le plus clair possible. Ceci vous montre aussi combien les deux parties du cours, la partie de Céline et la mienne, sont évidemment des parties qui sont très entrelacées. Hein. C'est évidemment surtout sur la question des contrôles que vous voyez bien le lien qu'il y a entre les deux parties de la matière. Ça va? Donc là, je pense avoir répondu en tout cas à la question à la fois de Antoine, de Inidi, et il y a aussi Anonymous qui m'a posé une question auquel j'ai déjà répondu, donc c'est bien. Et donc je vous promets que demain, je reviendrai sur la question des arrêtés royaux de pouvoirs spéciaux. C'est une question qui est abordée dans le syllabus. Vous vous souvenez de la typologie des normes, hein, je vous avais dit, la typologie des normes, vous l'avez étudiée l'année dernière, donc les pouvoirs spéciaux, en principe, vous avez étudié ça l'année dernière, et donc j'ai fait une quinzaine de pages reprenant ce qui me paraît essentiel dans la typologie des normes nationales applicables en Belgique, et parmi ces normes, vous avez bien sûr les lois de pouvoirs spéciaux et les arrêtés royaux de pouvoirs spéciaux. Donc d'ici demain, allez relire dans le syllabus ce qui est écrit en vraiment très synthétique sur ce phénomène des pouvoirs spéciaux, et demain, pendant 5 minutes au début du cours, là, à 14 h, on reviendra là-dessus en envisageant ça par rapport au contexte politique que nous connaissons aujourd'hui. Ça va? Bien, je bois un coup et puis on continue. J'espère que vous tenez le coup. Moi, ça va, vous me connaissez, hein, je suis un jusqu'au boutiste. Et là, je crois qu'il n'y a pas grand monde qui peut m'interrompre parce que je peux vous dire que la fac de droit est on ne peut plus vite et que je ne suis pas chez moi, donc mes enfants ne peuvent pas me déranger. On verra demain, ce sera peut-être autre chose. On verra. Bien. Alors, on a envisagé les contrôles juridiques. Pour terminer la question des contrôles, et puis je clôturerai ainsi tout ce chapitre sur les fonctions. Et nous passerons alors, il nous restera après le chapitre sur les fonctions, on aura le chapitre sur les pouvoirs et puis le chapitre sur les collectivités. Donc ici, on est dans la dernière fonction qui est la fonction de contrôler. Et je vous ai dit, la fonction de contrôler, on l'envisage
à la fois sous l'angle des contrôles juridiques, mais aussi sous l'angle des contrôles politiques. Ah oui, ben voilà, c'est malin, j'aurais dû vous le montrer. Ah oui, mais j'ai oublié de vous dire quelque chose, zut. Aïe, 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 aïe. Bon, ça c'est l'extrait du tribunal de police de Bruxelles dans l'affaire du NICAP, ça va? Non, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est ceci. Excusez-moi, je peux revenir en arrière. J'ai complètement oublié cela. Pour ne pas simplifier les choses, dans la loi spéciale sur les institutions bruxelloises, il y a un article 9 qui prévoit que les cours et tribunaux, et vous devez interpréter les cours et tribunaux exactement comme un article 159 de la Constitution, c'est le pouvoir judiciaire, mais aussi le Conseil d'État, les tribunaux administratifs. Les cours et tribunaux peuvent écarter l'application d'une ordonnance bruxelloise. Donc, et là, vraiment, vous voyez la différence. C'est plus ici une norme réglementaire, hein, comme dans l'article 159, c'est une norme législative. Donc, une ordonnance bruxelloise peut être écartée, pas annulée, hein, écartée. On est toujours dans le cadre, c'est le même raisonnement que 159. Hein, si cette ordonnance, c'est une ordonnance ou c'est une partie de l'ordonnance, un article, etc., vous m'avez bien compris, mais si l'ordonnance est contraire à une disposition de la Constitution ou à une disposition de la loi spéciale sur les institutions bruxelloises, et attention, une disposition de la Constitution ou de la loi spéciale qui ne fait pas partie du bloc de constitutionnalité, qui ne fait pas partie des normes dont la Cour constitutionnelle est la gardienne, en quelque sorte. Ça va ? Et donc, c'est un contrôle qui est évidemment totalement exorbitant parce que c'est un contrôle qui nous montre que vous avez ici des normes législatives, alors pas toutes les normes législatives, ça ne concerne qu'une catégorie de normes législatives, ce sont les ordonnances de la région bruxelloise, mais quand même, ce sont des normes législatives qui vont pouvoir être contrôlées au regard de leur constitutionnalité directement par des juges ordinaires. Là, on est vraiment dans... c'est tout à fait dans l'esprit du modèle américain de justice constitutionnelle où tous les juges peuvent contrôler la constitutionnalité des lois. Mais je le répète, ça ne concerne que les ordonnances bruxelloises et uniquement lorsque l'ordonnance bruxelloise est contraire à un article de la Constitution ou de la loi spéciale sur Bruxelles qui ne relève pas des compétences de la Cour constitutionnelle. Parce que si c'est par exemple un problème de compatibilité de l'ordonnance avec un droit fondamental reconnu par la Constitution, ben, il est évident que le juge doit poser la question à la Cour constitutionnelle. Et je vous donne un exemple là en dessous, hein, un juge de paix, je reprends toujours les mêmes exemples, mais je trouve que c'est intéressant parce que ça vous permet de faire des comparaisons. Un juge de paix est saisi d'un litige entre un bailleur et un... Qu'est-ce que je mets là? C'est une erreur ça, c'est un bailleur et un locataire évidemment, ou un propriétaire et un locataire, vous m'avez compris. Il est saisi d'un litige donc entre un bailleur et son locataire, et il est confronté à l'obligation d'appliquer une disposition d'une ordonnance bruxelloise. Celle-là existe bien, hein, c'est une ordonnance de 2017 qui concerne le bail d'habitation. Hein. Vous savez que les baux est une matière qui a été transférée aux régions dans le cadre de la 6e réforme de l'État. On a un bel exemple ici. Donc, Bruxelles a adopté effectivement une ordonnance sur le bail d'habitation. Imaginons que le juge de paix est convaincu qu'un article de cette ordonnance est contraire à l'article 33, alinéa 1er de la loi spéciale sur Bruxelles. L'article 33, alinéa 1er, il nous dit quoi? Il nous dit qu'après avoir été promulguées, les ordonnances sont publiées au Moniteur belge, texte français et texte néerlandais, l'un en regard de l'autre. Imaginons, exemple absurde, que l'ordonnance ait été publiée, mais uniquement en français ou uniquement en néerlandais. Il y a une contrariété avec l'article 33, alinéa 1er. La Cour constitutionnelle n'est pas compétente pour ça. Ce n'est pas un problème de répartition des compétences. Eh bien, le juge de paix pourra écarter l'ordonnance pour contrariété à l'article 33, alinéa 1er de la loi spéciale sur les institutions bruxelloises. Le même juge de paix saisi du même problème à propos d'une loi ou d'un décret, mais il ne pourrait pas faire ça. Mais c'est une ordonnance, il peut le faire. Ça, c'est une nouvelle démonstration du fait que la région bruxelloise est soumise à des contrôles et à des règles qui sont beaucoup plus strictes que les autres entités fédérées. On en a encore là une subsistance. Et vous verrez, c'est dans le syllabus bien sûr, mais que ce contrôle il, est exactement le même pour les ordonnances qui sont adoptées par la commission communautaire commune. Alors là, ce n'est pas l'article 9 de la loi spéciale qu'il faut lire, c'est l'article 69, alinéa 2, qui dit exactement la même chose pour les ordonnances de la commission communautaire commune. Ça va? Voilà ce que j'avais oublié de vous dire.
J'en viens maintenant au contrôle politique. Alors, les contrôles politiques, on est dans une toute autre logique. Les contrôles juridiques, je vous l'ai dit, les contrôles juridiques qui sont exercés sur... on a travaillé essentiellement sur les contrôles juridiques sur des normes, mais de manière générale, les contrôles juridiques, c'est toujours un contrôle par rapport au respect du droit. C'est ça qu'on vérifie. Le propre d'un contrôle juridique, c'est de vérifier que ce qui fait l'objet du contrôle respecte le droit, voilà, tout simplement. Alors, le contrôle politique, c'est un contrôle qui est exercé au regard de ce qu'on peut appeler l'intérêt général. Ce n'est pas le droit qui est en cause ici, c'est l'intérêt général. Alors, parfois, les deux sont liés, bien sûr. On peut aussi déclencher un contrôle politique pour des irrégularités juridiques, mais le contrôle politique est un contrôle qui est, je dirais, beaucoup plus large. Parce que quand je dis l'intérêt général, il est évidemment de l'intérêt général de respecter le droit. C'est évident. Quand un ministre est interpellé à la Chambre des représentants pour un acte qu'il a posé, il peut être interpellé parce qu'il n'a pas respecté le droit, bien sûr. Et ce sera un contrôle politique. Mais le contrôle politique, c'est un contrôle qui peut être défini de manière beaucoup plus large. C'est le respect de l'intérêt général au sens le plus large du terme, si je puis dire. Alors, des contrôles politiques, il y en a beaucoup, bien sûr, différentes formes de contrôle politique, et vous verrez cela notamment en droit administratif, ce qu'on appelle les contrôles de tutelle. Ce sont des contrôles qui sont à la fois juridiques et politiques. Ce n'est pas cela qui m'intéresse. Donc, ce qui m'intéresse, moi, ici, c'est le contrôle qui est exercé par le Parlement, je vais le dire de manière très générale, le contrôle qui est exercé par le Parlement sur le gouvernement. Et donc, on va d'abord le faire pour le fédéral, et puis je vous dirai un mot des communautés des régions, mais les communautés des régions, c'est exactement le même système. Alors, on va donc s'intéresser au fédéral, et donc le contrôle qui est exercé par... Alors, avant, c'était la Chambre et le Sénat qui étaient compétents pour exercer ce contrôle. Aujourd'hui, c'est uniquement la Chambre des représentants. Le Sénat n'exerce plus ce contrôle. La Chambre des représentants est compétente pour exercer un contrôle politique sur le gouvernement, sur l'ensemble des ministres qui composent le gouvernement. C'est à la fois un contrôle sur les décisions du gouvernement, mais aussi un contrôle sur les décisions qui sont prises par chacun des ministres. Et vous renversez donc les choses, pour le dire autrement, ça veut dire que donc les ministres, mais aussi tout le gouvernement, chaque ministre et tout le gouvernement est responsable politiquement, hein, on est bien d'accord, politiquement, devant la Chambre des représentants. Et vous avez les deux photos ici, vous avez à la fois à gauche le siège du Conseil des ministres à la rue de la Loi, au 16 rue de la Loi, et vous avez l'hémicycle de la Chambre des représentants. Alors, j'ai précisé que c'est un des deux axes de tout régime parlementaire. Ceci est très, très important. Un régime parlementaire, c'est un régime qui repose, oui, sur deux axes. Ne me dites pas à l'examen qu'un régime parlementaire, c'est un régime où il y a un parlement. Il n'y a rien de plus faux. Les États-Unis d'Amérique, aux États-Unis d'Amérique, vous le savez, on l'a vu ensemble, il y a un congrès composé de la Chambre des représentants et du Sénat, mais ce n'est pas un régime parlementaire. Aux États-Unis, c'est un régime présidentiel, ce n'est pas du tout la même chose. La France, il y a une Assemblée nationale, il y a un Sénat, et en France, on a un régime qui est hybride entre le parlementaire et le présidentiel. Non. Ce qu'on appelle un régime parlementaire, c'est plus précis que cela. Un régime parlementaire, c'est un régime qui repose sur deux fondements importants. Premier fondement, celui que nous allons voir maintenant, le gouvernement, ses ministres sont responsables devant, alors selon les pays ça peut changer, mais ça peut être une assemblée, deux assemblées, peu importe, mais en Belgique c'est la Chambre des représentants. La Chambre des représentants. Et l'autre axe que nous verrons plus tard dans le cours, c'est la possibilité, pour rétablir l'équilibre, que la Chambre des représentants puisse décider que le Conseil des ministres, parce que la logique de cela, c'est que puisque les ministres sont responsables de la Chambre des représentants, ça veut dire que la Chambre des représentants peut, à un moment donné, renvoyer les ministres, les forcer à démissionner, ou même renvoyer le gouvernement. Hein, on verra cela plus tard dans le cours, dans les détails. Mais donc, l'autre axe, c'est la possibilité qu'a l'exécutif, le gouvernement. Alors, en Belgique, on dira le roi, mais en réalité, c'est le gouvernement, de dissoudre la Chambre des représentants lorsqu'il faut faire appel à l'électeur. C'est ça les deux axes de tout régime parlementaire. La responsabilité du gouvernement devant le Parlement
qui peut donc renvoyer le gouvernement, renvoyer un ministre, et inversement, la possibilité qu'a le gouvernement de dissoudre la Chambre des représentants et donc de provoquer un retour aux urnes, un retour vers l'électeur, de provoquer des élections. Alors, nous travaillons maintenant ici sur un des deux axes du régime parlementaire, c'est la responsabilité devant la Chambre des représentants. Alors, un article important ici, c'est l'article 101. Est-ce que je l'ai mis, l'article 101? Ah oui, l'article 101, il est là. Je suis débile, moi, quoi. Les ministres sont responsables devant la Chambre des représentants. Ça, c'est vraiment la base. L'article 101, c'est une des dispositions, évidemment, les plus importantes de la Constitution. Alors, pour concrétiser cette responsabilité politique, il y a plusieurs mécanismes, mais il y en a trois qui sont plus particulièrement importants. Vous voyez, contrôle politique dans un régime parlementaire, trois techniques classiques, trois techniques que vous retrouvez dans... Prenez tous les régimes parlementaires en Europe, hein, prenez l'exemple de l'Italie, par exemple, c'est l'exemple d'un régime parlementaire un peu comparable au nôtre. Bon exemple italien, parce qu'en Italie, vous avez un président de la République, c'est pas pour ça que c'est un régime présidentiel, hein, c'est bien un régime parlementaire. Donc le régime parlementaire, il faut bien le définir de la manière dont je le fais. Donc, dans tout régime parlementaire, vous avez trois techniques très classiques qui permettent précisément d'assurer ce contrôle politique du Parlement sur le gouvernement. Alors, ce qui va surtout m'intéresser, c'est la troisième technique qui appelle des commentaires importants. Mais un mot, et je n'aurai pas le temps d'y arriver aujourd'hui, mais un mot, en tout cas pas d'épuiser le sujet, de la question parlementaire et de l'interpellation parlementaire. Alors, les questions parlementaires et les interpellations parlementaires, ce sont des mécanismes qui sont très largement réglés par les règles, en l'occurrence par le règlement de la Chambre des représentants. Hein, c'est surtout dans le règlement de la Chambre des représentants que vous allez trouver les dispositions sur la manière dont les questions et les interpellations sont faites. Ne confondez pas une question et une interpellation, ce n'est pas la même chose. Une question parlementaire, c'est la possibilité qu'à n'importe quel parlementaire, à un moment donné, de poser une question à un ministre ou de poser une question au gouvernement. Et si on interroge le gouvernement, c'est toujours à travers la personne du Premier ministre, bien évidemment. Alors, le règlement de la Chambre, qu'est-ce qu'il prévoit? Ben, le règlement de la Chambre prévoit qu'il y a des questions qui peuvent être posées par écrit, et dans ce cas-là, vous avez des réponses par écrit à travers un document que vous avez étudié dans le cadre du cours de méthodologie. Hein, c'est ce qu'on appelle le bulletin des questions-réponses. Tout se fait par écrit. Et puis, il y a aussi les possibilités de questions orales. Et il y est répondu alors oralement en séance plénière. Et là, vous pouvez en avoir une trace, bien sûr, aussi dans à la fois le compte-rendu intégral et le compte-rendu analytique des séances de la Chambre des représentants. Bien. C'est une question. Le parlementaire est intéressé, il va questionner le ministre de la Justice sur la question de savoir combien y a-t-il de personnes qui sont aujourd'hui détenues dans les établissements pénitentiaires en Belgique. Parmi celles-là, combien sont en détention préventive, combien sont occupés à exécuter une peine de prison. Voilà, c'est des chiffres qui peuvent évidemment intéresser les parlementaires pour leur permettre après ça éventuellement de déposer des propositions de loi. Ce sont des chiffres qui sont aux mains des ministres, en tout cas de l'administration du ministre, et donc le parlementaire pose ce genre de... Combien de personnes combien de demandes de statut de réfugié ont été introduites l'année dernière, par exemple. C'est une question qui... Mais donc, il n'y a pas de mise en cause, hein, c'est une question, et la question appelle une réponse, voilà, tout simplement. L'interpellation, ce n'est pas la même chose. Derrière l'interpellation, il y a, d'une certaine manière, une mise en cause. C'est-à-dire que là, le parlementaire va demander une explication au ministre. Il va demander une explication à un ministre, il va demander une explication au Premier ministre pour l'ensemble du gouvernement, une explication qui est relative à une décision qui a été prise par le ministre, par le gouvernement, une demande d'explication par rapport simplement à un comportement politique, à une politique qui est menée, parfois aussi une demande d'explication par rapport à une décision qui n'est pas prise. Hein. Imaginez maintenant que le gouvernement n'ait pris aucune décision sur le coronavirus, alors que ce virus se propage à une vitesse vertigineuse, le parlementaire serait en droit de poser la question, pourquoi est-ce que vous ne prenez aucune décision? C'est aussi, bien sûr, l'absence de décision qui peut donner lieu à une interpellation. Et là, ça ouvre un débat, évidemment. Le parlementaire interpelle, par exemple, Mme Wilmès pour
une décision gouvernementale, réponse de la Première ministre, il y a un débat, et les principaux partis politiques vont intervenir au cours de ce débat. Tout cela est réglé aussi par le règlement de la Chambre. À la fin, évidemment, il peut y avoir un renvoi, il peut y avoir des sanctions qui sont prises, on peut imaginer, mais j'y reviendrai plus tard dans le cours, ce n'est pas maintenant cela, on peut imaginer évidemment que le ministre soit renvoyé par la Chambre des représentants ou que le gouvernement soit renvoyé, c'est-à-dire obligé de démissionner parce que les explications qui sont données ne sont pas considérées comme satisfaisantes. Et puis il y a une troisième technique, c'est la technique de l'enquête parlementaire. Alors les enquêtes parlementaires, je vous le dis tout de suite, si d'ici demain vous avez le temps de jeter un œil sur la loi du 8 mai 80, ce serait intéressant parce que ça vous permettra de mieux comprendre. Elle n'est pas longue cette loi. Les enquêtes parlementaires, on va en dire un mot parce qu'il y a eu des enquêtes retentissantes en Belgique, notamment une des dernières enquêtes parlementaires, c'est la commission d'enquête parlementaire qui a été organisée sur les attentats terroristes que nous avons connus à Bruxelles. On peut citer aussi la commission d'enquête parlementaire à la suite de l'affaire Dutroux. Donc il y a eu pas mal de commissions d'enquête parlementaire. On va travailler là-dessus demain, mais les bases, c'est quoi? C'est la Constitution, article 56, alinéa 1er, modifié en 2014. Avant cela, les enquêtes pouvaient être menées et par la Chambre et par le Sénat. Aujourd'hui, c'est uniquement par la Chambre. Et en exécution de cet article 56, il y a une vieille loi de 1880 sur les enquêtes parlementaires, mais qui a été modifiée à deux moments, en 2014 et avant cela, de manière très importante, en 1996. Cette loi, vous devez très bien la connaître. Et donc demain, je vais évidemment vous l'expliquer. C'est une loi qui est particulièrement importante. Voilà. J'espère que l'enregistrement s'est bien fait. Je suis très content de vous donner cours et de pouvoir continuer à vous donner cours, mais je vous assure que c'est vraiment déprimant. Je suis là dans mon bureau avec la place Montesquieu devant moi. J'ai à moitié un mur, il n'y a personne dehors. C'est vraiment, vraiment déprimant. Alors que d'habitude, je le dis sans vouloir faire de la flagornerie, mais j'ai quand même l'habitude, j'ai toujours le plaisir de vous retrouver, vos sourires et votre complicité. Quand on donne cours, cette complicité est importante. Ici, c'est un peu froid, je vous l'avoue, et je suppose que c'est évidemment la même chose pour vous. Donc, je vous souhaite beaucoup de courage. C'est pas simple. On déploie ici beaucoup d'énergie pour pouvoir continuer à vous donner cours dans les conditions les plus normales. Et les assistants sont occupés à phosphorer aussi. Je pense aux exercices pratiques. Vous avez déjà eu des nouvelles, vous en aurez encore, mais les solutions, on va les trouver, rassurez-vous. Moi, je vous donne rendez-vous demain à 14 h. Je vais sans doute donner cours depuis chez moi demain à 14 h, mais nous aurons donc toujours un cours de 14 h à 16 h et je vais le faire dans des conditions comparables. Je pense que c'est terminé. Ça s'est coupé ou ça s'est pas coupé? Non, je ne sais plus si ça s'est coupé ou pas. Voilà, mais en tout cas, je vous dis au revoir et je vous dis à demain. Voilà, au revoir.